Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, le nombre exact de conseillers régionaux par commune. Ce dernier a été rendu officiel par les autorités qui sont en plan préparatif des élections régionales qui vont tenir cette année. La suite vous sera donnée dans cette édition. La possible réintégration du Togo à l'ITIE après la publication de son rapport se questionne. Un sujet également sur lequel nous reviendrons à l'international au Sénégal. Nous parlerons de la situation actuelle à Dakar où des archives de l'université ont été mis en feu. Nous finirons avec les actualités au Soudan où les tirs ont repris dans la capitale Khartoum après 24 heures de trêve observée. Voilà, c'est tout pour les titres. Place au développement pour les détails. Bienvenue à tous. Nous vous l'avons dit dans les titres, les autorités s'activent pour la tenue des toutes premières élections régionales censées tenir cette année. Et dans ce sens, le nombre exact de conseillers régionaux par commune a été rendu public. Le point avec Elodie Yanchabré. De manière progressive, le Togo se rapproche de ses premières élections régionales. De fait, les autorités du pays ont signé un document présentant le nombre de conseillers par région. La répartition du nombre de conseillers par région est basée sur la constitution togolaise qui place les régions dans les collectivités territoriales. En effet, les circonscriptions électorales utilisées pour les élections régionales sont identiques à celles utilisées dans le cas des élections législatives. C'est à ce titre que le décret portant définition du ressort territorial et répartition du nombre de conseillers régionaux par région et par circonscription électorale datant du 31 mai 2022 a fixé le nombre de conseillers régionaux par région selon un critère démographique. Le nombre de conseillers par région est fixé comme suit. 21 pour les régions dont la population est inférieure ou égale à 1 million d'habitants, 31 pour les régions dont la population est comprise entre 1 million et 1 500 000 d'habitants, 41 pour les régions dont la population est supérieure à 1 500 000 habitants. Ainsi, la région des Savanes s'en sort avec 31 élus, de même que l'Akara, 25 élus sont accordés à la région centrale. La région des Plateaux compte 43 conseillers et la région maritime se taille la grande part avec 49 conseillers régionaux. Par ailleurs, chaque chef lieu de région a 7 conseillers à l'exception des 2 qui constituent le Grand Lomé à raison de 9 conseillers à Guénivé et 9 pour le Golfe. C'est donc un total de 179 conseillers régionaux qui seront élus en 2023. Dans le cadre de renforcement de la gestion des finances publiques initié par le Fonds monétaire international avec l'appui financier de l'Union européenne, l'institution va appuyer le Togo dans la mise en place des réformes pour une meilleure gestion des finances publiques. Le reportage de Promise Pomébé. Renforcer les pratiques dans les domaines du budget programme, de la gestion des finances publiques vertes, mais également des investissements publics et des risques budgétaires. Ce sont les raisons pour lesquelles l'Union européenne va injecter 1,8 milliard de francs CFA dans le projet renforcement de la gestion des finances publiques. Conçu par le Fonds monétaire international, l'institution financière va, à travers cette initiative, aider le ministère de l'économie et des finances à mettre en œuvre des réformes clés dans la gestion des finances publiques. 3 axes majeurs seront touchés par le projet, dont en premier la budgétisation des programmes basés sur les priorités, deuxièmement la gestion des investissements publics avec pour objectif de renforcer la programmation, la budgétisation et l'exécution des projets d'investissement public et pour finir la gestion des risques budgétaires avec des outils sophistiqués sur l'analyse des risques pouvant affecter les finances publiques. Cette nouvelle initiative va durer 3 ans et s'appuie sur les progrès réalisés lors des 2 précédentes de même nature qui ont d'ailleurs permis de renforcer les capacités dans les domaines de la préparation du budget, de l'information financière, mais aussi de la gestion de la trésorerie et de la dette. Le Togo peut-il espérer une réintégration à l'initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITIE? La certitude, les avis restent partagés sur la certitude de cette réintégration, même si le pays vient de publier le rapport dont le retard lui a valu son exclusion provisoire de l'initiative. Les commentaires de Kofi Kligé.
Le Togo a été suspendu provisoirement de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. C'était le 1er février 2023. Une suspension justifiée par le retard de publication de son rapport Exercice 2020. Enfin, ce rapport est disponible en ce mois de juin. Le document concerne l'exercice fiscal du 1er janvier au 31 décembre 2020. Selon le rapport, le pays a réalisé une recette totale de 17,53 milliards de francs CFA. Cette recette a contribué à hauteur de 1,5% au produit intérieur brut du pays PIB. Le secteur extractif a aussi créé des emplois estimés à 1,4%, augmenté les revenus de l'État à 2,5% et a représenté 13% des exportations au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Selon les tests de l'ITIE, il est exigé aux pays membres la publication des rapports exhaustifs incluant la divulgation complète des revenus de l'État issus des industries extractives ainsi que la divulgation de tous les paiements significatifs versés au gouvernement par les entreprises pétrolières, gazières et minières. Avec cette publication du rapport de 2020, le pays peut espérer une réintégration à l'ITIE. Sujet social dans cette édition, l'accès à l'eau potable demeure un défi à relever par les autorités du pays, particulièrement dans certaines zones. Dans le reportage qui suit, nous nous intéresserons à quelques facteurs qui rendent l'eau bleue très rare ou plutôt inexistante dans certaines localités. Il est un constat palpable, l'accès à l'eau potable, particulièrement dans certaines localités au Togo, demeure un défi à relever. Cependant, la rareté de cette denrée dans certaines régions du pays s'explique par plusieurs facteurs, notamment par une pluviométrie très instable, occasionnant un tarissement des cours d'eau, justifiant le manque de retenue d'eau au sein des barrages. Au second rang de ces facteurs se trouve l'humain. Au travers de l'abattage anarchique des arbres, les populations compromettent la pluviométrie et se privent ainsi de l'or bleu. Outre ceci, d'autres activités telles que le rejet des ordures ménagères et celui des eaux usées le long des nappes d'eau, ainsi que l'utilisation des produits chimiques dans la culture et la pêche traditionnelle compromettent l'accès à l'eau potable. Face à ces faits bien plus que préoccupants, maintes dispositions sont à prendre par les autorités. Elles devront sensibiliser les populations sur la gestion des déchets, l'entretien des barrages et mettre à disposition les équipements adéquats à cet effet. Aussi, la réalisation des forages et l'extension des branchements dans les ménages se révéleront assez efficaces pour l'atteinte de l'accès à l'eau pour tous. Sécurité maritime dans cette édition. Le golfe de Guinée est désigné comme la zone la plus dangereuse au monde, parlant du commerce international et de la piraterie. En 2020, plus de 95% d'actes de banditisme en haute mer s'est produit dans le golfe du Guinée en question. Des réflexions sont en cours pour trouver solution au mal. Kofi Kligué pour les détails. Depuis 2020, le golfe de Guinée est devenu une plaque tournante du commerce illicite en haute mer et le centre de la piraterie maritime mondiale. C'est ce que révèle le Centre français du Maritime Information Cooperation and Awareness, MICA Center, chargé depuis 2016 d'analyser la situation sécuritaire maritime mondiale. Selon le MICA Center, la zone allant du Ghana à la Guinée équatoriale est aujourd'hui la région la plus frappée par la piraterie. En 2020, un tiers des attaques et plus de 95% des 135 enlèvements de marins enregistrés se sont produits dans cette région aussi vaste que la Méditerranée, selon le Bureau international maritime, une branche de la Chambre du commerce international. Au cours de cette même année 2020, 375 actes illicites en mer ont été recensés. Ils vont de la prise de navires aux enlèvements d'équipage contre rançon en passant par des vols de cargaison. À Lomé, les pays de l'Afrique de l'Ouest tentent de trouver une issue à la situation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement du commerce, ONUDC, 57 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le commerce illicite fait perdre à l'Afrique plus de 17 milliards de dollars chaque année. Intéressons-nous à présent à la culture. Les auteurs des chansons et films aux actes
et paroles obscènes seront désormais sanctionnées. L'information a été publiée dans un communiqué du ministère de la Culture et du Tourisme. Une manière de lutter contre ce fléau qui met en danger la jeunesse togolaise. Suivez ce reportage d'Afzal Gandé commenté par Félicité Chakmala. Les acteurs des chansons et films aux paroles et actes obscènes au Togo subiront dorénavant des sanctions allant du retrait de la carte du Butodra à la radiation de ces artistes au régime national culturel. L'information a été donnée à travers un communiqué rendu public cette semaine par le ministre de la Culture et du Tourisme. Certains acteurs culturels se prononcent. J'ai lu avec attention et amertume ce communiqué, mais aujourd'hui l'industrie musicale, je pense que quand on parle de la musique commerciale, quand on chante des trucs comme ça, ça marche. Mais nous sommes dans un pays où l'éducation de nos enfants est une grande priorité pour la progéniture, bien pour le futur. Tout est une question de valeur dans un pays comme le Togo. Et pour moi, d'une part, ce communiqué tombe à pic pour pouvoir garantir quand même cette éducation musicale. Je peux dire éducation musicale, où on chante fesses, on chante sexe et tout. Donc c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est ce que consomme cette jeunesse aujourd'hui, mais on n'a pas le choix. J'ai aussi vu le communiqué. Vous savez, le gouvernement a ses raisons du pourquoi. Voilà, il a décidé de sévir sur ces genres de chansons. Ouais. C'est la musique. Et puis, un artiste n'est pas forcément appelé à chanter un thème qui éduque forcément, vous voyez, non? Parce que voilà, un artiste chante de l'espoir. Il y a des gens qui font danser. Il y en a tellement. Ouais. Et c'est pas ici seulement au Togo que voilà, il y a des artistes qui chantent les thèmes qui partent un peu dans la dépravation. Cette décision du gouvernement, même si elle vient à point nommé, serait un peu dure pour la carrière de certains artistes. Parler de musique de bonne mœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent ce qu'on appelle en anglais chiller. On veut sortir un peu, aller à un club, vider un peu les esprits après des semaines de stress, des semaines de travail, parce qu'aujourd'hui, le stress a pris le dessus. Et tout le monde veut aller en boîte, mais je ne vois pas celui qui veut se déstresser à aller en boîte, où on va lui parler de Père, ramène ton cœur, on va danser ensemble. Mais on veut une musique, ce qu'on appelle aujourd'hui la musique commerciale, ou la musique du hit, pour pouvoir s'enjailler, sauter, faire du boom, c'est-à-dire vibrer sur cette chanson-là, et après c'est pour dire waouh, j'ai été en boîte, ça a été oui. Si quelqu'un qui est artiste chante ce genre de message et que voilà, il est connu de partout, ça veut dire qu'à un endroit donné, il y a des gens qui aiment ce qu'il fait. Ouais. Et il ne faut pas aussi juste accuser les artistes, parce qu'après tout, il y a aussi l'éducation qu'on essaie de donner aux enfants à la maison et tout. Ce que moi j'ai à dire, c'est qu'on revoit un peu aussi de notre côté la manière de véhiculer les messages qui partent un peu, qui vont un peu dans le sens de la dépravation, pour un peu protéger la jeunesse qui vient et puis qui nous suit. Pour rappel, cette décision a été prise afin de mettre fin à ces pratiques qui compromettent des efforts du gouvernement à l'éducation, aux bonnes mœurs, à la citoyenneté et au patriotisme. Nouveau trouble au Sénégal. L'université de Dakar a vu ses archives brûlées par un groupe d'étudiants selon un témoignage en acte jugé d'ignoble. Ceci intervient suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison le 1er juin dernier. L'université Cheikh Anta Diop a été l'un des principaux foyers des troubles qui ont secoué le Sénégal après la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs le 1er juin dernier. En plus d'avoir fait plus d'une vingtaine de morts, les pertes matérielles sont inestimables dans ce temple du savoir. Les étudiants, jusqu'à la preuve du contraire, sont venus, ils ont jugé nécessaire de brûler les archives de la faculté des lettres et sciences humaines. Et c'est un résultat ignoble et je n'ai même pas le vocabulaire pour en parler.
Ces archives touchées par les flammes sont principalement des dossiers scolaires d'étudiants courant de 1957 à 2010. Elles permettent de retracer le passage d'un étudiant et de lui délivrer son diplôme s'il ne l'a pas encore retiré. Des documents du personnel enseignant, chercheurs ou encore administratifs ont aussi été brûlés. Des étudiants de l'école de bibliothécaires de l'ICAD se sont portés volontaires pour tenter de reconstituer ce qui peut l'être. On est à la fois animé par un sentiment de tristesse et de désolation. Voir des archives comme ça brûlées, c'est à la fois l'histoire de l'université qui sera tronquée et singulièrement la faculté des lettres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de traces seront perdues. Ces destructions remettent en lumière la question de la conservation des archives peu débattue au Sénégal. La direction d'Archives nationales conserve dans des conditions difficiles près de 20 km de documents aux feuilles complètement jaunies et usées par le temps sur de hautes étagères dans le centre de Dakar. Les pertes sont immenses pour le cas notamment des archives. Ce sont des dossiers qui n'ont pas été numérisés. Donc si par malchance le dossier d'étudiant fait partie des documents brûlés parce qu'il y a des degrés quand le feu consume les archives, parfois certains restent indemnes. Mais pour ce qui est de l'ensemble, j'ai vu les images, c'est déplorable. Le Sénégal ne dispose toujours pas d'un édifice national pour ses archives et accuse un grand retard sur la numérisation de ces documents importants. Au Gabon, l'inscription des élections pour la prochaine présidentielle est finalement prolongée. Censée prendre fin le 8 juin dernier, l'affluence n'a pas laissé le choix aux opérateurs, aux agents recenseurs. C'est donc parti pour le 11 juin prochain. Dans les centres, quelques avis ont été recueillis. La police tentait de contenir des Gabonais qui faisaient la queue jeudi devant un centre d'inscription à Libreville. C'est ce 8 juin que devaient prendre fin les opérations d'enrôlement des électeurs dans l'optique des scrutins à venir dans le pays, dans la présidentielle. Mais face à l'affluence, l'échéance a été repoussée au 11 de ce mois. Pour la prochaine présidentielle au Gabon, nous voulons que les élections se déroulent très bien. Nous ne voulons pas qu'il y ait des violences comme ailleurs. Franchement, la future présidentielle, c'est rien que le changement des régimes. Parce que l'ancien ne m'a pas convaincu. Il n'y a pas que moi. J'espère que tout le monde ici sont avec moi. Dans la capitale gabonaise, donc, l'élection présidentielle à venir est déjà dans tous les esprits. Ali Bongo est candidat à sa propre succession. Le président sortant affrontera une opposition qui, de l'avis des Gabonais, peine à trouver ses marques. Sincèrement, à défaut d'avoir une véritable opposition, je pense, moi je voterai pour le régime en place parce que je ne vois pas d'opposition en face. L'opposition gabonaise ira au scrutin présidentiel prévu entre août et septembre en rang dispersé. Elle a déjà enregistré en effet diverses candidatures, dont celle d'une femme, Paulette Missombo, de l'Union nationale de feu André Baobam. Direction RDC. En réponse aux autorités congolaises, l'ONU demande une sortie responsable de la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Toutefois, l'organisation avise le pays pour prendre des dispositions nécessaires pour éviter un vide sécuritaire. Le reportage. Un haut fonctionnaire de l'ONU demande une sortie responsable des casques bleus de la République démocratique du Congo. Mercredi à Kinshasa, la capitale, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général des Nations Unies pour les opérations de paix,